Fatou, une jeune fille douce et respectueuse, épousa Moussa, l'unique fils de maman Assita, une veuve crainte dans tout le quartier de Yopougon. Dès son arrivée dans la maison familiale, Fatou espérait trouver en sa belle-mère une seconde maman. Elle ignorait qu'elle venait de pénétrer un piège invisible. Moussa, très amoureux au début, changea dès que sa mère posa ses conditions. « C'est moi qui t'ai élevé, pas ta femme. Tu dois m'obéir, pas elle. » Fatou, arrivée pleine d'espoir dans la maison de sa belle-mère, maman Assita, à Yopougon, découvrit rapidement un quotidien amer. Assita, une femme autoritaire et crainte, ne cachait pas son mépris pour la jeune mariée. Dès les premiers jours, elle l'accusait de tous les maux. « Tu es une sorcière. Tu veux voler mon fils » criait-elle, même si Fatou se levait avant l'aube pour nettoyer la maison entière. Chaque matin, elle frottait le sol, lavait le linge, préparait les repas, mais rien ne satisfaisait Assita. Cette dernière trouvait toujours une raison pour la rabaisser devant les voisins ou la famille. Fatou, douce et patiente, supportait en silence. Elle croyait qu'avec le temps, sa belle-mère finirait par l'accepter. Mais les humiliations s'intensifiaient. Assita ne lui donnait que les restes de nourriture, souvent froids ou à peine comestibles. « Tu ne mérites pas mieux » lançait-elle avec un sourire cruel. Elle interdisait à Fatou de s'asseoir dans le salon, réservé à elle et à Moussa. Pire encore, même enceinte de 8 mois, Fatou devait dormir sur un vieux matelas posé à même le sol, dans un coin sombre de la maison. Les nuits étaient froides, et son dos la faisait souffrir, mais elle n'osait pas se plaindre. Moussa, au début si tendre, changeait sous l'influence de sa mère. Il écoutait ses plaintes sans chercher à vérifier. Quand Fatou essayait de lui parler, il la repoussait. « Ma mère sait ce qui est bon pour nous. » Fatou, le cœur lourd, se sentait seule. Elle passait ses soirées à prier en silence, demandant à Dieu de toucher le cœur d'Assita. Elle imaginait qu'un jour, sa belle-mère la regarderait avec amour, comme une fille. Mais ce jour ne venait jamais. Assita semblait incapable d'aimer autre chose que son pouvoir sur son fils et sa maison. Les voisins, témoins des brimades, murmuraient entre eux. Certains avaient pitié de Fatou, mais personne n'osait défier Assita. Elle était trop respectée, trop crainte. Quelques vieilles femmes du quartier conseillaient à Fatou de partir, mais elle refusait. « C'est ma famille maintenant » disait-elle, espérant encore un miracle. Elle croyait en l'amour qu'elle partageait avec Moussa, même s'il s'effaçait peu à peu. Chaque insulte, chaque regard méprisant d'Assita était comme un couteau dans son cœur, mais elle gardait la tête haute. Un jour, Assita alla trop loin. Elle renversa volontairement le repas que Fatou avait préparé, sous prétexte qu'il sentait mauvais. Les voisins, qui avaient senti l'arôme du plat, savaient qu'elle mentait. Fatou ramassa les morceaux en silence, les larmes aux yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi cette femme la détestait autant. Était-ce parce qu'elle était pauvre? Parce qu'elle venait d'un autre quartier? Ou simplement parce qu'elle existait? Fatou ne trouvait pas de réponse. Chaque soir, seule dans son coin, elle murmurait des prières. « Dieu, donne-moi la force » répétait-elle. Elle croyait que la patience finirait par triompher. Mais le cœur d'Assita restait fermé, dur comme la pierre. Les humiliations continuaient, et Fatou sentait son esprit s'affaiblir. Elle se demandait combien de temps elle pourrait encore tenir. Pourtant, elle refusait d'abandonner. Elle voulait prouver qu'elle était une bonne épouse, une bonne belle-fille. Mais dans l'ombre, Assita préparait un plan bien plus sombre, un piège dont Fatou ne pouvait imaginer l'horreur. La grossesse de Fatou, qui aurait dû être un moment de joie, devint une épreuve insupportable sous le toit de maman Assita. Malgré son ventre rond et ses douleurs constantes, Fatou continuait à travailler dur. Elle balayait la cour, lavait les vêtements à la main et cuisinait pour toute la maison. Mais Assita ne montrait aucune pitié. Une femme enceinte n'est pas malade, lançait-elle, forçant Fatou à porter des seaux d'eau lourds, même à 8 mois de grossesse. Chaque jour, la jeune femme sentait ses forces diminuer, mais elle serrait les dents, espérant protéger son bébé. Un matin, alors qu'elle nettoyait la cour, Fatou trébucha et tomba lourdement.
Une douleur aiguë lui traversa le ventre, et elle sentit du sang couler. Paniquée, elle appela Asita, « Maman, aidez-moi, je saigne. » Mais sa belle-mère, assise sous le manguier, éclata de rire. « Tu fais semblant pour attirer l'attention de Moussa, hein? Tu veux qu'il te dorlote? Lève-toi et travaille. » Fatou, en larmes, tenta de se relever, mais la douleur était trop forte. Elle resta au sol, suppliant pour qu'on l'emmène à l'hôpital. Asita ne bougea pas. Elle regardait Fatou avec mépris, comme si sa souffrance était un spectacle. Les voisins, alertés par les cris, commencèrent à se rassembler. Certains voulaient intervenir, mais Asita les chassa, « Ce n'est pas votre affaire. Rentrez chez vous. » Personne n'osa insister. Fatou, à bout de force, murmura des prières, espérant un miracle. Mais les heures passaient, et personne ne l'aidait. Son état empirait. Quand Moussa rentra ce soir-là, Asita l'attendait à la porte. « Ta femme m'a insulté toute la journée, mentit-elle. Elle a dit que je suis une mauvaise mère et que tu es faible. » Moussa, furieux, ne demanda pas la version de Fatou. Il la trouva allongée, faible, et sans réfléchir, lui donna une gifle devant tout le quartier. « Tu oses manquer de respect à ma mère » cria-t-il. Les voisins, choqués, baissèrent les yeux. Fatou, humiliée et brisée, ne répondit rien. Elle n'avait plus la force. Cette nuit-là, la douleur devint insupportable. Fatou perdit son bébé. Seule dans son coin, sur son matelas au sol, elle pleura en silence, tenant son ventre vide. Elle n'avait personne à qui parler. Moussa, influencé par sa mère, ne venait plus la voir. Asita, elle, jubilait. « C'est mieux comme ça, dit-elle à une amie. Cette fille ne mérite pas de porter l'enfant de mon fils. » Fatou entendit ces mots cruels et sentit son cœur se déchirer. Elle ne comprenait pas comment une mère pouvait être aussi cruelle. Les jours suivants, Fatou sombra dans le désespoir. Elle ne mangeait presque plus, ne parlait plus. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient devenus ternes. Les voisins murmuraient leur inquiétude, mais personne n'osait affronter Asita. Fatou priait encore, mais ses prières changeaient. Elle ne demandait plus à Dieu de changer le cœur d'Asita. Elle demandait juste la force de survivre. Elle voulait croire qu'un jour, elle retrouverait la paix. Mais dans l'ombre, Asita préparait un plan encore plus sombre. La perte du bébé n'était que le début d'un cauchemar bien plus terrible, un piège dont Fatou ne pourrait pas s'échapper. Après la perte de son bébé, Fatou n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son regard, autrefois lumineux, était vide. Sa voix, douce et chaleureuse, s'était éteinte. Elle tombait souvent malade, victime de fièvre et de douleurs qu'elle ne comprenait pas. Pourtant, maman Asita refusait de la laisser consulter un médecin. « Tu es jeune, tu vas guérir seule, » disait-elle avec un sourire froid. Fatou, trop faible pour protester, obéissait. Elle n'avait plus la force de lutter contre la méchanceté de sa belle-mère. Moussa, de plus en plus distant, passait ses journées au travail. Quand il rentrait, il écoutait les mensonges d'Asita sans poser de questions. « Fatou est paresseuse, » disait-elle. Elle fait semblant d'être malade pour éviter ses tâches. Moussa, aveuglé par l'amour qu'il portait à sa mère, croyait chaque mot. Il ne voyait pas la souffrance de sa femme, ni les larmes qu'elle cachait chaque nuit. Fatou, seule, priait pour que son mari ouvre les yeux, mais il semblait loin, prisonnier de l'emprise d'Asita. Un jour, Moussa partit en voyage pour son travail. Il devait être absent une semaine. Asita saisit cette occasion pour mettre en œuvre un plan sinistre. Elle prépara une tisane qu'elle offrit à Fatou, prétendant vouloir se réconcilier. « Bois, ma fille, » dit-elle avec une douceur inhabituelle. Fatou, surprise par ce geste, accepta. Elle voulait croire que sa belle-mère changeait. Mais la tisane contenait un somnifère puissant. Quelques minutes après avoir bu, Fatou s'effondra, inconsciente. Elle ne se réveilla jamais. Asita, froide et calculatrice, avait tout prévu. Avec l'aide d'un maçon du quartier,
un homme discret qui lui devait une faveur, elle transporta le corps de Fatou dans un coin reculé de la cour, derrière la maison. Là, sous un manguier, ils creusèrent un trou dans le sable. Assita veilla à ce que personne ne les voie. Ils enterrèrent Fatou en silence, recouvrant la tombe de sable et de feuilles pour cacher leur crime. Personne ne saura, murmura Assita au maçon, qui tremblait de peur mais n'osa pas refuser. Quand Moussa revint, Assita lui raconta que Fatou était partie. Elle t'a abandonné, dit-elle. Elle a dit qu'elle ne t'aimait plus et qu'elle retournait chez ses parents. Moussa, choqué, chercha à contacter la famille de Fatou, mais Assita avait déjà envoyé un faux message depuis le téléphone de la jeune femme, prétendant qu'elle était partie vivre ailleurs. La famille, confuse, ne savait pas quoi penser. Moussa, blessé, finit par croire sa mère. Il ne posa pas plus de questions. Assita pensait avoir réussi son coup. Elle reprenait le contrôle de son fils et de sa maison. Mais elle ignorait que la vérité ne reste jamais enfouie bien longtemps. Dans le quartier, des rumeurs commençaient à circuler. Certains voisins trouvaient étrange l'absence soudaine de Fatou. Une vieille femme, qui connaissait bien Assita, murmura « Quelque chose ne va pas dans cette maison ». Assita riait de ses ragots, mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait. Chaque nuit, elle sentait une présence. Le vent semblait murmurer. Le piège qu'elle avait tendu à Fatou allait bientôt se retourner contre elle, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Après la disparition de Fatou, une étrange atmosphère s'installa dans le quartier de Yopougon. Les voisins, qui avaient toujours craint maman Assita, commençaient à parler à voix basse. Personne n'osait poser de questions sur l'absence soudaine de la jeune femme, mais des rumeurs circulaient. Une vieille voisine, respectée pour sa sagesse, fut la première à briser le silence. Une nuit, elle raconta avoir entendu une voix de femme pleurer derrière la maison d'Assita. C'était clair comme le jour, dit-elle. Une voix disait « Pourquoi m'as-tu fait ça, maman ?» Ces paroles effrayèrent le quartier. Les enfants refusaient de jouer près de la maison, et les adultes évitaient de passer par là après le coucher du soleil. Certains affirmaient sentir une odeur de jasmin, le parfum préféré de Fatou, flotter dans l'air. D'autres juraient avoir vu une silhouette floue près du manguier de la cour. Assita, elle, riait de ces histoires. Ce sont des sottises, lançait-elle, moqueuse. Mais derrière son assurance, elle commençait à perdre le sommeil. La nuit, elle entendait des bruits étranges, des pas légers, des objets qui tombaient sans raison, des murmures dans le vent. Une nuit, alors qu'elle était seule, un vase en verre se brisa tout seul dans sa chambre. Elle sursauta, le cœur battant. L'odeur de jasmin envahit la pièce, si forte qu'elle en eut la nausée. Elle cria « Qui est là ?» Mais personne ne répondit. Tremblante, elle alluma toutes les lumières, mais les ombres semblaient danser autour d'elle. À partir de ce moment, ses nuits devinrent un cauchemar. Elle fermait les portes à double tour, mais les bruits continuaient. Des voisins racontaient l'avoir entendue crier au milieu de la nuit, implorant « Laisse-moi tranquille ». Les rumeurs grandissaient, et le quartier entier parlait d'un fantôme. Une vieille femme, connue pour ses dons de voyance, affirma que l'esprit de Fatou n'était pas en paix. Elle a été trahie, dit-elle. Elle ne partira pas tant que la vérité ne sera pas révélée. Ces mots effrayèrent encore plus les habitants. Certains, par peur, apportaient des offrandes près du manguier, espérant apaiser l'esprit. Mais rien ne changeait. Les pleurs continuaient, toujours plus tristes, toujours plus clairs. Moussa, de retour de son voyage, ne croyait pas aux histoires de fantômes. Il était encore convaincu que Fatou l'avait abandonné. Mais parfois, il se réveillait en sursaut, sentant une présence près de lui. Une nuit, il rêva de Fatou. Elle le regardait, les yeux pleins de larmes, et murmurait « Pourquoi n'as-tu pas vu ma souffrance ?» Il se réveilla en sueur, troublé, mais ça. Mère le rassura, ce n'est qu'un rêve. Oublie-la. Pourtant, le doute s'installait en lui. Assita, elle, devenait nerveuse. Elle évitait la cour la nuit et interdisait à quiconque d'approcher le manguier.
Mais les signes devenaient plus inquiétants. Une tempête inhabituelle fit tomber des branches, révélant un bout de tissu dans le sable. Les voisins, curieux, commencèrent à poser des questions. Asita, paniquée, inventait des excuses, mais la peur la rongeait. Elle savait que son crime ne resterait pas caché éternellement. L'esprit de Fatou, ou peut-être sa propre culpabilité, semblait décidé à la pousser vers la vérité. Le quartier attendait, inquiet, le moment où tout éclaterait. Le calme du quartier de Yopougon était devenu lourd, chargé de murmures et de peur. Les rumeurs sur le fantôme de Fatou se répandaient comme une traînée de poudre. Les voisins évitaient la maison d'Asita, et même les chiens du quartier refusaient de s'approcher de la cour. Asita, elle, faisait tout pour garder son secret. Elle riait des histoires de fantômes, mais ses yeux trahissaient une peur grandissante. Chaque nuit, l'odeur de jasmin envahissait sa chambre, et des pleurs résonnaient dans sa tête. Elle dormait à peine, hantée par ce qu'elle avait fait. Un après-midi, alors qu'elle balayait la cour pour chasser les curieux, un vent violent se leva soudain. Les feuilles du manguier s'agitèrent, et une voix claire, comme sortie de nulle part, retentit, « Je t'ai aimé comme une mère. Pourquoi m'as-tu enterré comme un animal ?» Asita lâcha son balai, pétrifiée. Son visage devint pâle, ses mains tremblaient. Elle hurla, « Tais-toi. Tu es morte. » Les voisins, alertés par ses cris, accoururent. Ils la trouvèrent agenouillée, les yeux exorbités, fixant le sol sous le manguier. Parmi la foule, le vieux maçon qui avait aidé Asita à enterrer Fatou était là. Rongé par la culpabilité, il n'avait plus dormi depuis des semaines. Les pleurs nocturnes et l'odeur de jasmin le hantaient. Voyant Asita perdre pied, il craqua. « C'est assez » cria-t-il. Devant tout le quartier, il avoua, « Fatou n'est pas parti. Nous l'avons enterré ici, sous le manguier. J'ai aidé Asita. Elle l'a tué. » Un silence glacial s'abattit. Les voisins, choqués, reculèrent. Certains pleuraient, d'autres murmuraient des prières. La nouvelle se répandit rapidement. Quelqu'un appela la police. Quand les officiers arrivèrent, ils interrogèrent Asita, qui nia tout, hurlant que le maçon mentait. Mais les voisins insistaient, creusez sous le manguier. La police, intriguée par les rumeurs et les aveux du maçon, commença à fouiller. Le sol était meuble, comme si quelqu'un l'avait déjà retourné. Après quelques minutes, ils trouvèrent un corps enveloppé dans un vieux tissu. C'était Fatou. Son visage, encore reconnaissable, semblait paisible, comme si elle attendait ce moment. Moussa, appelé en urgence, arriva sur les lieux. Quand il vit le corps de sa femme, il s'effondra. « Fatou » cria-t-il, pleurant comme un enfant. Il se tourna vers sa mère, incrédule. « Comment as-tu pu » Asita, incapable de répondre, baissa la tête. Les voisins, en colère, murmuraient « C'est un monstre ». La police l'arrêta sur le champ, l'emmenant menottes au poignet. Le quartier entier était en deuil. Les femmes pleuraient Fatou, cette jeune fille douce qui n'avait jamais fait de mal à personne. Les jours suivants, la vérité se répandit au-delà de Yopougon. Les gens venaient de loin pour déposer des fleurs près du manguier. Une vieille femme murmura, « Fatou a eu sa justice. » Moussa, brisé, ne parlait plus à personne. Il passait ses journées à fixer le sol où sa femme avait été retrouvée, rongée par la culpabilité. Il n'avait pas su la protéger. La voix de Fatou, dans ses rêves, semblait enfin apaisée, mais lui ne trouvait pas la paix. Le quartier, lui, n'oublierait jamais cette tragédie. Après l'arrestation de maman Asita, le quartier de Yopougon tenta de retrouver un semblant de calme, mais l'histoire de Fatou restait dans tous les esprits. Asita, emmenée en prison, sombra rapidement dans la folie. Chaque nuit, elle hurlait dans sa cellule, « Fatou, pardonne-moi. Je ne voulais pas. » Les gardiens racontaient qu'elle parlait seule, fixant le vide, comme si elle voyait quelqu'un. Certains disaient que l'esprit de Fatou la poursuivait, refusant de lui accorder la paix. Asita, autrefois si fière, n'était plus qu'une ombre, brisée par sa propre culpabilité.
Mais la justice ne s'arrêta pas à elle. Tous ceux qui avaient participé, même de loin, au crime connurent des malheurs étranges. Le vieux maçon, qui avait aidé à enterrer Fatou, tomba gravement malade. Aucun médecin ne comprenait son mal. Il murmurait, sur son lit d'hôpital, que Fatou venait le voir la nuit. D'autres complices, comme une voisine qui avait fermé les yeux sur les mensonges d'Assita, perdirent leur emploi ou virent leur famille frappée par des accidents inexplicables. Le quartier y voyait une justice divine. Fatou ne voulait pas de vengeance, disait une vieille femme, mais elle voulait que la vérité éclate. Moussa, lui, vivait dans un tourment sans fin. Il ne pouvait pardonner à sa mère, ni à lui-même. Il repensait à chaque moment où il avait ignoré les larmes de Fatou, cru les mensonges d'Assita. Il passait ses journées à errer dans le quartier, le regard vide. Les voisins, autrefois proches de lui, l'évitaient. Ils lui reprochaient d'avoir été aveugle. Une nuit, il rêva de Fatou. Elle lui souriait, douce comme avant, et murmurait « Vis pour moi ». Ce rêve le bouleversa. Il décida de faire quelque chose pour honorer sa mémoire. Avec l'aide de quelques femmes du quartier, Moussa créa une petite fondation au nom de Fatou. Elle venait en aide aux femmes maltraitées, leur offrant un refuge et un soutien. Les habitants de Yopougon, touchés par cette initiative, participèrent en donnant ce qu'ils pouvaient. La fondation devint un symbole d'espoir, un rappel que la souffrance de Fatou n'avait pas été vaine. Chaque année, une cérémonie était organisée sous le manguier, où l'on déposait des fleurs et priait pour son âme. Les pleurs nocturnes cessèrent, et l'odeur de jasmin disparut. L'esprit de Fatou semblait enfin en paix. Le quartier changea après cette tragédie. Les gens devinrent plus attentifs aux autres, plus prompts à dénoncer l'injustice. Les femmes, en particulier, se serrèrent les coudes, refusant de laisser une autre Fatou souffrir en silence. La fondation grandit, attirant l'attention d'organisations plus grandes. Elle permit à de nombreuses femmes de quitter des situations de violence et de reconstruire leur vie. Moussa, bien que toujours hanté par la culpabilité, trouva un sens à sa vie en s'impliquant dans ce projet. L'histoire de Fatou devint une leçon pour tous. Elle rappelait que la cruauté et le silence peuvent détruire des vies, mais que la vérité finit toujours par triompher. Les habitants de Yopougon n'oublièrent jamais Fatou, cette jeune femme douce dont l'amour et la patience avaient été trahis. Sa mémoire vivait à travers la fondation, et son esprit, enfin libre, veillait peut-être sur ceux qui luttaient pour la justice. Morale de l'histoire. Les souffrances silencieuses sont souvent les plus profondes. Le rejet et la maltraitance peuvent détruire des vies entières. Les morts n'oublient jamais, surtout lorsqu'ils ont été trahis injustement. La justice divine ne dort jamais. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.